Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jean-Charles Collas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier vice-président du Citral, vice-président de la métropole, notamment à la question de déplacement, mais vous êtes aussi un Oulinois, au moins un Oulinois de cœur. Alors hier, Oulin a voté la fusion avec la commune de Pierre-Bénite, un jour historique selon sa mère, pas pour vous. Non, je pense que ce projet de fusion entre Oulin et Pierre-Bénite n'a pas de sens. Il n'a pas de sens sur le fond. Il n'y a pas de raison de fusionner ces deux communes. Ces deux communes sont très différentes. Et d'ailleurs, ça va être très compliqué de gérer Oulin-Pierre-Bénite dans les 10 ans qui viennent. Ce n'est pas la même politique de ressources humaines. Ce n'est pas du tout la même situation budgétaire et financière. Donc ça va bloquer l'investissement et l'engagement de politique publique. Et puis ensuite, ça s'est fait n'importe comment, à toute vitesse. 8 mois pour fusionner deux communes, alors que l'Association des maires de France dit qu'il faut au moins un an, et quand elle dit au moins un an, c'est pour des petites communes avec peu d'habitants. Là, on a quand même 27 000 et 10 000 habitants de chaque côté, aucune raison de fonctionner et une façon de faire qui est totalement pas démocratique. Alors expliquez-nous ce qui s'est passé hier. Ça a été assez confus avec une invasion de la salle par l'opposition, finalement un vote à huis clos. La mairie qui annonce au final ce matin un vote à l'unanimité du projet. Alors, d'abord, corriger. Effectivement, il y a eu du public dans la salle. Il y a eu une manifestation devant la mairie d'abord. Une partie des gens qui manifestaient sont montés dans la salle parce qu'un conseil municipal, c'est normalement public. Ce n'étaient pas des gens de l'opposition, c'est des gens opposés à la fusion, mais majoritairement des électeurs de Mme Pouzergue. Moi, c'était des gens que je ne connaissais pas, plutôt des gens d'un certain âge, on va dire, de ma génération, voire au-dessus. Vous savez, les électeurs, les républicains, sont plus conservateurs que mes électeurs à moi. Et donc, ils sont plus attachés à leur commune que mes propres électeurs. Donc, je crois que Mme Pouzergue avait surtout une opposition dans son propre camp, dans les gens qui étaient dans le public. Ces gens-là étaient très radicaux. J'ai essayé de les raisonner, Madame Pouzergue en a été témoin, en leur disant si vous continuez de faire du bruit, vous serez évacué et vous ne pourrez pas assister à la séance. Ils ont préféré continuer de faire du bruit et être évacués de force. Madame Pouzergue a dû déclarer le huis clos et faire évacuer par la police Ça, l'ensemble vous du lui reprochez public. pas au final. Bah, je lui reproche pas, c'est le fonctionnement normal des institutions. Je pense que c'est vraiment dommage d'en arriver là, mais ce n'est pas la faute de l'opposition. Nous avons réclamé que la population soit consultée. Je pense que si la population avait été consultée, on n'en serait pas arrivé là, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, de la responsabilité entière de la maire d'Oulin et du maire de Pierre-Bénite. Ensuite, j'ai lu le communiqué de la maire d'Oulin. Je pense qu'elle ne doit pas savoir ce que c'est qu'une majorité et qu'une unanimité. Non, les 8 élus d'opposition que j'ai eu la chance de mener en 2020 en tant que tête de liste, ont voté contre cette fusion. Et donc le vote n'est pas à l'unanimité, mais juste à la majorité. Je pense qu'elle avait très peur de ne pas avoir l'unanimité de ses propres colistiers. Et donc c'est pour ça que sa langue a fourché. Alors quelle va être la suite? Vous allez vous opposer devant les tribunaux à cette fusion? Je pense qu'effectivement, on a perdu une bataille. Je pense que le vote tel qu'il a eu lieu hier soir n'est pas conforme à la réglementation. Donc on va effectivement interpeller les tribunaux pour avoir l'avis du tribunal. C'est lui qui jugera la légalité ou la non-légalité de ce vote. Je pense que les élus municipaux ont voté sans avoir toutes les informations pour pouvoir voter en toute connaissance de cause. Est-ce que c'est le premier acte finalement d'une campagne municipale dans une commune nouvelle Je vais vous faire une confidence, je m'en serais bien passé. Être en campagne municipale 4 ans avant les élections, ce n'était pas vraiment mon objectif. J'ai suffisamment de travail pour mettre en œuvre des politiques publiques au Citral ou à la métropole. Les maires d'Oulin et de Pierre-Bénite ont décidé de lancer cette fusion. Ils ont lancé une campagne municipale, c'est très clair, depuis un an, pratiquement un an. On est en campagne municipale et on débat, on essaye de faire des réunions publiques, d'informer les gens, de mobiliser les gens. C'est comme une campagne municipale. Ce n'était pas mon souhait, mais on va le faire. et vous serez le candidat des écologistes, de l'opposition D'abord, c'est pas moi qui décide tout seul, mais effectivement, je suis intéressé par mener la fronde contre cette vision de la politique qui ne me convient pas. Alors c'est pas difficile de faire campagne dans une collectivité à laquelle on ne croit pas au final? Faire campagne, non. D'abord parce que vous dites que je suis oulinois de cœur. J'ai travaillé pendant 30 ans comme infirmier à domicile sur Oulin, avec un cabinet à Oulin. Mais du coup, j'avais des patients à Pierre-Bénite aussi. Je connais très bien Pierre-Bénite, puisque c'était quand même à côté. Mon cabinet était à La Saulais. Donc, ce n'est pas un souci pour moi d'aller à la rencontre des gens et d'aller discuter avec les gens et de faire campagne. Ce sera un souci de gérer la ville nouvelle, si elle est confirmée, dans 4-5 ans, quand les situations et les vaches maigres vont arriver. C'est peut-être difficile de présenter un projet un peu enthousiasmant si vous expliquez que la fusion des deux communes sera forcément néfaste pour ces deux communes. Le projet sera toujours enthousiasmant. Il sera simplement beaucoup plus limité en termes de moyens financiers, puisque je pense que la situation financière de la ville nouvelle va être catastrophique dès 2027.
La maire d'Oulin a estimé que Bruno Bernard, président de la métropole, avait outrepassé ses fonctions en leur écrivant, en leur reprochant d'avoir fait cette fusion à un rythme accéléré, en ne donnant pas de réponse sur les financements sur lesquels ils pourront compter de la part de la métropole. Est-ce que Bruno Bernard est allé trop loin dans son opposition? Alors, Lui aussi, Oulinois de cœur? je suis surpris, oui. D'abord, Bruno Bernard est effectivement plus qu'Oulinois de cœur. Son papa a été maire d'Oulin pendant de nombreuses années. Il a vécu toute son enfance à Oulin. Il a encore beaucoup d'amis à Oulin. Et je sais qu'il est attaché à cette ville. Ensuite, les habitants d'Oulin sont aussi des habitants de la métropole. Donc, je ne vois pas en quoi le président de la métropole ne pourrait pas donner son avis sur ce qui se passe dans une ville de la métropole, d'autant que c'est quelque chose d'important et de grave même. Après, le courrier que Bruno Bernard a envoyé aux deux maires pour leur répondre sur leur questionnement sur les financements de la métropole était précis. Il annonçait dès le mois d'août que les financements de la métropole, réglementairement, c'est pas lui qui a calculé ni choisi, hein, c'est les services de la métropole qui ont calculé, faisaient perdre 500 000 euros par an à la ville nouvelle. Donc il leur a répondu, il en a profité pour leur dire qu'il jugeait leur méthode un petit peu cavalière, tant dans sa précipitation, puisque, je vous le redis, 8 mois pour fusionner, ça s'est jamais vu nulle part, et puis ensuite dans le fait de ne pas consulter la population. Je pense que le président de la métropole est dans son rôle quand il défend l'intérêt des citoyens de la métropole. Alors vous êtes décidément vraiment au cœur de l'actualité, et même toujours sur Oulin, puisque hier, la ligne B du métro est à nouveau tombée en panne sur ces nouvelles stations. Est-ce qu'on va voir le bout du tunnel sur ces pannes à répétition? Alors, je souhaite qu'on voit le bout du tunnel. J'étais venu il y a quelques mois ici pour vous parler de la mise en place du nouveau pilotage automatique et des nouvelles rames de métro B qui sont fabriquées par Alstom. Je pense qu'on va demander des comptes à Alstom parce que le déverminage dure un petit peu longtemps. Hier, c'était une panne de voiture. Hein. C'était des déclenchements de freinage d'urgence intempestifs. J'étais dedans. Bon, donc moi, je suis resté bloqué. J'ai mis près d'une heure pour rentrer de la part du Oulin, mais je suis rentré parce qu'on met en place tout de suite un plan de remplacement métro par des bus. Alors, c'est moins rapide, mais ça fonctionne et on n'est pas bloqué. C'est un peu comme quand on prend sa voiture et qu'on tombe sur un embouteillage parce qu'il y a eu un accident, on perd vite une demi-heure. Il se passe la même chose quand le métro est en panne. J'espère qu'il va être de moins en moins en panne et j'espère qu'Alstom va être capable de nous fournir du matériel. Il faut s'y habituer un peu. Non, parce que les pannes sont d'abord de moins en moins nombreuses. Là, c'est des statistiques. Hein. Il y a le sentiment, entre guillemets, comme pour le sentiment d'insécurité, et la réalité. On a aujourd'hui un métro B qui fonctionne à 98,5%. Donc c'est quand même énorme. Il n'y a aucun autre moyen de transport qu'à ce niveau-là de fiabilité. Mais évidemment, on en veut toujours plus. J'espère qu'on dépassera les 99%, puisque l'objectif des métros, c'est d'être fiable à 99% minimum. Alors, en dehors de ces pannes, c'est vrai que le métro suscite plutôt un grand enthousiasme. Vous avez vu l'ensemble des maires de droite de l'agglomération se réunir pendant les congés pour demander un nouveau plan métro et regretter que vous soyez le premier exécutif à ne voter aucun prolongement de ligne, aucune nouvelle station. Alors, il faut relativiser. Les lignes de métro se sont arrêtées en 2001. Il y a eu 4 stations de décidées entre 2001 et 2021, 2 inaugurées pendant 20 ans et 2 cette année avec le prolongement du métro B à Saint-Gilles-Laval. Donc c'est dire que nos prédécesseurs n'étaient pas non plus des férus de métro. Après, moi j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que quand vous prenez une douche, vous le faites au champagne? Il n'y a pas besoin de métro quand il n'y a pas suffisamment de gens à transporter. Il y a d'autres modes de transport et il faut utiliser le bon mode de transport pour le besoin de la population et pas l'inverse. Aujourd'hui, un métro, c'est pour transporter minimum 100 000 voyages jour. Il n'y a pas 100 000 voyages jour, c'est-à-dire 100 000 personnes en proximité des stations sur une ligne de métro qui irait vers l'ouest ou d'autres prolongations de métro à l'est, au nord ou au sud. Donc il n'y a pas besoin d'un métro. Par contre, il y a besoin d'autres moyens de transport, de lignes fortes, de tramways express, de tramways, pour répondre à tous les besoins. Ça, c'est la première question. Pourquoi vouloir du luxe quand on n'en a pas besoin? Parce que le luxe coûte cher. Et c'est la deuxième question. Comment on fait? On a un budget qu'on a doublé en matière d'investissement dans les transports en commun par rapport aux 40 ans qui viennent de passer. Malgré ça, on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes de tous les territoires. Si on met encore plus sur une ligne, ça veut dire qu'on met beaucoup moins sur toutes les autres. Donc quels sont les territoires qu'il faut sacrifier pour faire une ligne de métro? On ne fait plus rien d'autre. Là, nous allons faire des projets, le T9 à Villeurbanne, le T10 à Saint-Fond, le T6 entre Lyon et Villeurbanne, l'axe A8 entre Vaux-en-Velin et Vénissieux, la ligne centre-ouest qui doit aller à la Duchère et Écully, le Théol qui va aller à Lyon 5e et à l'Ailly. Je pense que c'est mieux de faire plein de projets qui desservent plein de territoires plutôt qu'un seul projet qui est inutile ou pas nécessaire.
Un mot sur ce Théol qui sera donc un tramway semi-enterré quand même, donc pas très loin finalement du métro. Tout à fait. Vous lancez une concertation, on avait les premières réunions justement cette semaine. On a entendu Bruno Bernard dire que s'il y avait une opposition majeure, ça ne se ferait pas. Ça veut dire que, on a compris que l'Ouest lyonnais, les maires s'y opposaient. Ça veut dire qu'il y a des réserves sur ce projet? Non, ça veut dire que, alors c'est peut-être nouveau effectivement, d'abord Citral fait des concertations et est aujourd'hui cité par la Commission nationale du débat public comme étant une des meilleures collectivités pour ce qui est des concertations publiques. Et deux, dans cette concertation, nous mettons en question l'opportunité du projet. Si la population, je ne dis pas les maires, dit nous ne voulons pas de ce projet, on ne le fera pas. C'est une évidence. Une concertation, ce n'est pas seulement pour demander la couleur des volets. C'est bien pour parler du sujet, des tracés, des possibilités, des inconvénients et des avantages du projet et décider in fine avec la population concertée si on le fait ou pas. Si la population se mobilise pour dire on ne veut pas du tram, on veut un métro? Mais on ne peut pas le faire, le métro. C'est juste pas possible, on l'a étudié. Faire un métro enterré... Alors, soyons clairs. S'il s'oppose au tram pour demander un métro, qu'est-ce que vous répondrez? Vous ferez le tram quand même? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas le budget. Moi, je veux bien qu'on fasse des promesses de Gascon, mais il n'y a pas l'argent pour faire un métro. On a étudié le métro. Alors, d'abord, soyons clairs. Partout en Europe, le tramway express de l'Ouest lyonnais, ça s'appelle un métro léger. À Lyon, on fait des métros sur pneus, on a l'habitude qu'ils soient totalement enterrés. Partout dans le monde, il y a des métros sur rail et qui sont partiellement enterrés, partiellement aériens. À Paris, même, il y en a comme ça. Donc c'est un métro. Il y a des stations qui sont comme des stations de métro, qui sont enterrées. Il y a quand même la plus grosse partie du tracé qui est enterrée, donc sans perte de temps. Il y aura un niveau de service qui sera d'un niveau de service métro. Léger, mais métro. Du coup, il coûte moins cher et il permet de faire d'autres choses. Si les gens veulent un métro totalement enterré, ça coûte 400 millions d'euros de plus. Nous ne l'avons pas. Donc si ils veulent un métro enterré, on ne fera rien sur ce territoire-là, en tout cas dans les 20 ans qui viennent. Comme pour finalement le téléphérique sur Francheville, l'opposition fait qu'au final, il n'y a aucun investissement sur cette commune en termes de transport. Non, il n'y a pas aucun investissement. On va faire des corridors bus sur Sainte-Foy-les-Lyons et sur Francheville. C'est en cours. On fait des choses. On améliore les transports en commun, mais nous avons fait une concertation. Mais c'est du tout ou rien. C'est-à-dire que soit vous prenez l'investissement lourd qu'on vous propose, soit vous n'aurez rien et vous passez votre tour. Vous aurez d'autres investissements, mais pas un investissement plus lourd. Parce que moi, je ne vois pas comment je dis aux maires de l'Est, du Nord ou du Sud, ah bah désolé, on va tout mettre dans l'Ouest et puis on va arrêter de répondre à vos besoins, à vous aussi, et surtout aux populations. Alors, on a fait demi-tour sur le téléphérique parce qu'on a fait une vraie concertation et que la population s'y est opposée. Si là, la population massivement s'oppose au métro léger de l'Ouest lyonnais, on fera sans doute demi-tour. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui seront, malgré les inconvénients, tout projet a des inconvénients. Aujourd'hui, T9, T6, T10, il y a des inconvénients, les Villeurbanais peuvent vous le dire, et les Symphoniards aussi. Mais il y a aussi beaucoup d'avantages, donc la population se prononcera, elle nous dira si elle le veut ou pas, et en fonction de ça, on décidera si on continue ou pas. Il y a un an, vous nous avez dit à propos de téléphérique que vous souhaitiez en faire un, que ce serait le premier qui appellerait les autres. Vous êtes toujours dans cette idée-là ou on n'entend plus parler? Je suis toujours dans cette idée-là. C'est compliqué. Du fait de l'opposition très politicienne quand même des maires de l'Ouest lyonnais, on va être la seule métropole de France à ne pas avoir de téléphérique d'ici 10-15 ans. C'est vraiment dommage parce que c'est considéré par tout le monde comme vraiment un moyen de transport innovant et de l'avenir. Donc je pense qu'on pourrait faire des transports par câble sur la métropole de Lyon. J'ai toujours envie de le faire. Maintenant, à savoir quand et où, la question est là. Ça ne tient qu'à vous, vous avez le pouvoir de le faire. Non, ça tient à l'acceptabilité par les populations. Et voilà, on ne va pas relancer un projet qui risque de se casser la gueule. Donc on étudie les choses, on discute avec les élus locaux, on discute avec les collectifs de population et d'usagers pour essayer de trouver la bonne solution. Un mot avant de vous laisser sur la région, le projet de RER à la lyonnaise. Comment vous avez appris l'annonce par Laurent Wauquiez d'investir 5,7 milliards d'ici 2035 dans les RER de la région? Alors, je vais vous le dire très franchement. D'abord, j'ai été très heureux. Je dis, enfin, on a des chiffres. Enfin, Laurent Wauquiez dit, je change de cap, puisqu'il refusait d'investir dans le ferroviaire depuis des années. Il dit, je change de cap. C'est ça dans l'interview. Donc, je me dis, peut-être qu'on va avoir des portes qui s'ouvrent. Depuis, j'apprends par des bruits de couloir qu'en fait, toutes ces annonces sont des annonces fausses, mensongères, de dépenses qui sont déjà faites, qui sont déjà payées par la région, et donc ce ne serait pas d'argent supplémentaire.
Je suis très inquiet parce que moi, je souhaite le développement des RER métropolitains. J'ai mis beaucoup d'argent sur la table pour accompagner la région dans ce sens-là. J'ai un dîner lundi prochain avec le vice-président de la région. J'espère que j'aurai des précisions sur ce qu'il y a vraiment derrière ces annonces. En tout cas, moi, je suis prêt. Je suis prêt à collaborer avec la région pour développer cela. Mais il faut effectivement que la région donne le cap. Et j'espère que je me trompe et que les annonces de M. Laurent Wauquiez ne sont pas des mensonges. Et il a annoncé aussi qu'il souhaitait le lancement d'assises du RER pour qu'on arrête de faire semblant. Vous y joignez? C'est très drôle parce que lui qui dit qu'à chaque fois qu'on crée des commissions, des comités et de la comitologie, c'est pour perdre du temps. Cette fois-ci, c'est lui qui le propose. Moi, je suis ouvert. De toute façon, depuis 2020 que j'ai été élu, j'ai rencontré les élus régionaux, ils peuvent en témoigner, ceux des territoires, de la majorité de Laurent Wauquiez, et les vice-présidents pour leur dire « je suis prêt à y aller ». C'est la première fois que la métropole de Lyon et le Citral disent « on est prêt à financer aux côtés de la région du ferroviaire hors compétence ». Donc, toujours prêt pour discuter, toujours prêt pour faire une planification. J'attends avec impatience qu'on se mette enfin autour de la table. Ça fait des mois qu'on attend des discussions pour le contrat de plan État-région avec la région et avec l'État, et on n'a rien, et on est la seule région de France où il n'y a pas de discussion pour préparer ce contrat de plan État-région qui doit être signé d'ici la fin de l'année. Jean-Charles Collas, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Merci à vous.